Mais il y a tellement de projets de transformation qui sont décidés par des directions en chambre, entre elles, accompagnées par quelques consultants, et qui tombent comme ça du ciel sur des équipes qui pourtant sont les artisanes de ce changement-là. La vérité, c'est qu'une bonne politique RH, elle est toujours construite avec les managers et avec les personnels de terrain. On a vu cette logique un peu surréaliste de venir badger le matin à 9h pour dire qu'on est là, prendre le café avec les collègues, 9h30 sont partis. Je pense qu'il y a au moins 70% des boîtes françaises qui l'ont pas. Parce qu'on n'a pas du tout cette culture de la confiance. La confiance de base, c'est de dire que par défaut, lorsqu'on intègre une équipe, on part du principe que les gens sont compétents, qu'ils ne vont pas resquiller et qu'on peut leur faire confiance. En fait, il y a plein de zones grises en management. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence managériale. Vous étiez très nombreux la semaine dernière pour écouter Marie-Joséphine Béguin qui est venue nous parler de son parcours de manager. Marie-Joséphine Béguin, elle est aujourd'hui directrice marketing Europe chez LG Electronics. Elle chapeaute 15 pays et elle nous a parlé des enjeux du multiculturalisme, des enjeux de s'imposer comme une manager auprès de pays avec du management d'influence, avec du management indirect, avec des différences culturelles fortes, comme on le disait. C'est pas simplement pour elle devenir manager, prendre un rôle, mais c'est trouver une posture. Et si vous voulez savoir comment une dirigeante aujourd'hui a réussi à trouver sa posture dans un environnement coréen très exigeant, retrouvez cette masterclass sur votre plateforme de podcast préférée ou sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant qui nous engage tous très fortement, c'est le futur du travail. Comment est-ce qu'on réinvente l'organisation? Comment est-ce qu'on réinvente la formation pour s'adapter aux nouvelles contraintes? Bien sûr, à l'omniprésence de l'IA dans notre quotidien. Et pour ça, nous avons un invité de choix. Kevin, bienvenue. Merci dans beaucoup. Merci pour votre invitation. Eh ben, je t'en prie, écoute, c'est un plaisir. Yann, est-ce que tu peux nous faire le portrait de notre invité du jour? Bonjour Kevin et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes HR Innovation et Transformation Expert, consultant et conférencier indépendant. Vous accompagnez des organisations sur des sujets très importants pour les managers. Nouvelles formes de travail, attractivité et engagement, transformation et impact de l'IA sur les compétences. Votre parcours s'est construit au cœur de transformations lourdes. Après plusieurs années chez Accenture en conseil, vous rejoignez Accor en 2020. Vous pilotez la dimension change et culturelle d'un programme de transformation avant de rejoindre Ubisoft. Entre 2021 et 2025, vous y occupez des fonctions de direction, d'abord comme Future of Work Director, puis HR Strategy et Transformation Future of Work Director. Avec des chantiers structurants, Remote Work, Work from Anywhere, expérience collaborateur et impact de l'IA côté RH. Au niveau de votre formation, vous démarrez par un BTS communication au SFA IMC Randstad, puis vous passez par le CELSA et par un Master 2 métier du conseil à la Sorbonne. Vous revenez au CELSA en 2015, cette fois en tant qu'enseignant. Vous y transmettez justement ces sujets de stratégie RH, de conduite du changement et de transformation des organisations. Depuis 2024, vous êtes aussi advisor en innovation RH et prospective pour Capstan Avocat. Vous prenez régulièrement la parole dans les médias, notamment comme chroniqueur dans Talent et Carrière avec Alicia Borg, et vous avez récemment contribué à l'ouvrage L'entreprise face aux transformations du travail, basé sur une enquête menée auprès de plus de 800 dirigeants et des RH. Sur un plan plus personnel, vous décrivez comme un hyperactif repenti, le sport devenu un peu un rituel quotidien qui vous aide à réguler votre énergie, avec des ajustements d'emploi du temps qui parfois sont à contre-courant des codes qui valorisent encore énormément la présence au travail. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Kevin, quel parcours, et surtout un parcours très orienté et très cohérent sur l'expérience du collaborateur. Et quand on parle d'expérience collaborateur, on a tendance à parler d'initiative RH. Et toi, c'est pas du tout ton point de vue. Non, pas du tout. Alors déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Merci pour ce portrait qui restitue effectivement une carrière un petit peu très, très ancrée dans le terrain, dans l'action, parce que c'est ce que j'aime. Et en effet, moi, ce qui m'a toujours fait vibrer, c'est vraiment la question de l'innovation sociale, comment tirer le meilleur parti des individus et des collectifs, notamment dans le travail, parce qu'on y passe un temps certain. Et j'y ai toujours vu une source de grande frustration, déjà parce que moi, dès que j'ai commencé à travailler, je m'ennuyais souvent.
J'étais ennuyé déjà par la manière dont le travail était organisé, j'étais ennuyé par la nature des discussions qu'il pouvait y avoir, et je voyais tout un tas de sources d'optimisation de tous les côtés, ça me frustrait de ne pas pouvoir le faire, et j'ai décidé d'en faire un métier. Et plus j'ai progressé, plus je me suis rendu compte que le nœud gordien des problèmes, c'était très souvent la question organisationnelle, la question managériale, et dans une moindre mesure, la question RH qui est censée être surplombée finalement tout ça, avec une stratégie déclinée en politique, déclinée en comportement, qu'on voit ensuite auprès des managers. Et c'est ce lien-là que j'essaie de traduire et qu'on appelle parfois expérience employée. Le résultat de tout ça, c'est l'expérience employée. C'est finalement ce qu'un employé reçoit en termes de structure, en termes de division du travail en tâches, si je reprends les sociologues du travail, et surtout en termes de culture de travail, c'est-à-dire comment ça se donne à voir concrètement au quotidien dans ce qu'il fait. Un même emploi peut se donner à voir de 1000 façons différentes en fonction des entreprises. C'est bien pour ça que sur un même job, on a des individus qui se réalisent complètement dans une équipe ou dans une entreprise donnée, alors que dans une autre, ils vont dépérir. Et donc, c'est ça l'expérience employée, c'est se poser ce genre de questions. Alors, effectivement, si on se demande un peu comment faire pour un manager, concrètement, ce que ça veut dire, moi, je vois 3 principes très, très importants, avec d'un côté un management qui libère, qui va chercher le potentiel individuel et le potentiel collectif, et de l'autre, un management qui, au contraire, va, par la surprescription, astreindre l'individu à donner le strict minimum, voire moins que ce qu'il est censé donner. Le premier point, c'est l'opposition que je fais entre la confiance de base et le contrôle de base. Vous savez, cette expression abominable qui dit « la confiance n'exclut pas le contrôle », souvent c'est très suspect. Quand quelqu'un dit ça, en général, il faut s'en méfier comme de la peste. Ça veut dire que c'est un contrôle fric. La confiance de base, c'est de dire que par défaut, lorsqu'on intègre une équipe ou entre membres de l'équipe, on part du principe que les gens sont compétents, qu'ils ne vont pas resquiller et qu'on peut leur faire confiance. Ce truc-là, tout bête, je pense qu'il y a au moins 70% des boîtes françaises qui ne l'ont pas. Parce qu'on n'a pas du tout cette culture de la confiance. Alors ça se situe historiquement, c'est lié à notre histoire, c'est lié à nos modes politiques, c'est lié à nos modes de lutte. Donc ça s'explique, c'est beaucoup moins vrai dans les pays nordiques, c'est moins vrai dans les pays libéraux, mais chez nous, c'est un vrai problème. L'opposé de ça, c'est le contrôle de base. C'est de dire que par définition, l'individu va chercher à maximiser son profit, si je le dis vulgairement parce qu'on l'entend parfois, en gros, minimiser l'emmerdement et maximiser le gain. Et ça veut dire que si je peux aller faire une pause dans les toilettes pendant 1 heure, je vais le faire. Si je peux quitter plus tôt, je vais le faire. Tout ça. Et ça, quand vous interrogez des managers, ils en sont convaincus. Ça dépend, de moins en moins. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui en sont convaincus. Mais on voit très clairement dans toutes les enquêtes d'engagement qu'une entreprise ou une équipe qui a mis en place des modes de management où la confiance est là de base par rapport à celle où le contrôle est de base, il y a un delta de 1 à 5 sur la performance, l'engagement et les perspectives de rétention. Ça vous produit une expérience employée qui, bien évidemment, est positive. Alors, Kevin, je me permets de t'interrompre parce que j'ai une question qui me taraude. Bien sûr. On parle de micromanagement comme étant mauvais. Et puis, en face de ça, on a Steve Jobs, horrible micromanager, oui. Elon Musk, horrible micromanager, mais des leaders extrêmement inspirants et extrêmement successful. Oui. Finalement, est-ce qu'il faut être donner de la confiance de départ et puis avoir une performance normale, ou est-ce qu'il faut être Steve Jobs et Elon Musk et être un micromanager et avoir une performance extraordinaire? Comment est-ce qu'on réconcilie ce paradoxe? C'est une très bonne question et c'est un truc qui m'a beaucoup obsédé. Dans le même genre, on a le patron de Revolut, la néobanque, qui va sur tous les estrades en expliquant que déjà il n'a pas besoin de fonction RH parce que ça sert à rien et que les individus en fait ne réagissent bien qu'à la pression, qu'on contrôle et que ça leur permet d'aller plus loin. En fait, toutes les études pour le coup sérieuses qui ont été faites sur ce sujet montrent effectivement qu'à court terme, ce genre de méthode va avoir plutôt tendance à augmenter le niveau de productivité, voire le niveau d'engagement, parce qu'effectivement, il y a de la stimulation dans le fait d'aller chercher le maximum, de faire le plus, etc. C'est pas du tout incompatible avec la question de la confiance dont j'ai parlé. Mais ce point-là, Elon Musk, Steve Jobs, le patron de Revolut, l'ont très bien compris. C'est-à-dire qu'ils considèrent le travail comme une source d'épanouissement si et seulement si elle permet de réaliser des ouvrages, des choses qui se voient vraiment, qui sont utiles, qui sont performantes, qui sont meilleures que les autres. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, la question de l'excellence opérationnelle est un élément majeur de l'expérience employée. Si on a le sentiment de faire des choses moyennes dans une boîte qui ne va pas me stimuler plus que ça ne marche pas bien. Ensuite, faut bien comprendre que ça ne fonctionne que dans un temps court.
Partout, hein, Apple, Tesla, Revolut, toutes les boîtes qui sont organisées de cette façon, en général, crament leur personnel en 2 ou 3 ans. Et le problème, c'est que structurellement, parce qu'ils s'appellent Apple, parce qu'ils s'appellent Amazon, parce qu'ils s'appellent Revolut, ben, ils peuvent jouer de ce turnover quand ils sont cramés. Bye bye, tu peux aller ailleurs, très bien. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Et il y en a d'autres qui viennent, mais quand vous vous appelez pas comme ça et que vous êtes un patron d'une PME qui, pour plein de raisons, se sont inspirés par ce genre de personnes et veut répliquer ça, ben en fait, si vous perdez quelqu'un ou si vous le cramez, vous en retrouvez pas après. Donc tout le monde n'a pas le luxe d'être un dirigeant autoritaire. Il faut quand même bien le garder en tête. Ça, c'est une très belle réponse. Qu'est-ce qui pèse le plus finalement dans cet environnement? Tu as travaillé dans le conseil, tu as travaillé dans les enjeux de transformation. Est-ce que c'est la politique telle qu'elle est définie par l'entreprise ou est-ce que c'est la manière dont le manager traduit cette politique au quotidien? Bah, ça, c'est le nerf de la guerre. Et en fait, j'ai fait les deux. J'ai été à la fois artisan de politique, notamment quand j'étais en direction stratégie RH. On pose des questions, on essaie d'établir des grandes directions, une philosophie, on la décline dans une politique et puis on s'attend à ce qu'elle soit appliquée. Et ça, c'est très... Alors, je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais ça repose sur l'illusion que les entreprises, les organisations sont des êtres rationnels qui peuvent être pilotés sous forme de dashboard, de représentation graphique d'une organisation, et qu'une fois qu'on a donné un ordre, qu'on a donné une directive, elle va s'appliquer comme ça. C'est méconnaître complètement le fonctionnement des organisations humaines, ce que les sociologues ont bien décrit depuis longtemps, la différence entre travail prescrit et travail réel. Et en fait, il y a tout un tas de choses qui se passent entre les deux. Le travail prescrit, c'est ce qu'on attend et c'est un peu l'idéal qu'on se fait en tant que dirigeant. En disant, bah, moi, j'ai besoin que ça soit fait et il faut que ça soit fait comme ça. Le travail réel, c'est une richesse si elle est exploitée qu'en tant que telle. C'est-à-dire que ça va être le travail prescrit plus des choses. Dans le domaine commercial, on le sait. On va demander à des commerciaux d'avoir tel type de discours, d'aller faire tant de clients, tant de choses. Et souvent, ils en font plus. Parce qu'ils sont stimulés, parce qu'ils ont intérêt à le faire. Et dans ces cas-là, ça fonctionne bien. Mais si on nie le travail réel, qu'on cherche à le brider, et ça c'est malheureusement une critique que je peux faire à ma propre fonction RH, qui a tendance, par souci régalien, si j'ose dire, d'ancrage dans le droit, dans le règlement, de vouloir borner les choses et d'éviter les comportements clandestins, ben, la vérité c'est que c'est exactement ce qui se passe. J'ai un exemple, le télétravail. Quand on lance une politique de télétravail, comme beaucoup d'entreprises françaises, un peu idiote, où on ne s'intéresse pas à pourquoi on vient au bureau, mais qu'on veut rigidifier le nombre de jours. Chez nous, ce sera 2 jours maximum, et pas le lundi, pas le vendredi, il ne faut pas déconner, et pas le mercredi, il ne faut pas garder les enfants. Ça produit quoi? Déjà, ça dit au collectif qu'on les prend pour des bébés, qui sont incapables de se réguler, et surtout, vous ne vous saisissez pas de cet outil comme d'un outil de flexibilité. Toutes les entreprises, hein, sans exception, qui ont fait ce genre de politique, se retrouvent avec des gens qui ont des comportements clandestins. On a vu cette logique un peu surréaliste de venir badger le matin à 9h pour dire qu'on est là, prennent le café avec les collègues, 9h30 ils sont partis. Techniquement, c'est pris en compte comme une présence, mais la personne n'est pas là. Et ça, c'est un bon exemple de contournement. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y en a qui disent, mais même en fait, la politique est comme ça, je m'en fous. Avec des managers qui, s'ils considèrent que la politique est bête, de toute façon, ne l'appliquent pas. Donc, la vérité, c'est qu'une bonne politique RH, elle est toujours construite avec les managers et avec les personnels de terrain. Et surtout, et ça, c'est une tendance forte que j'observe en Grande-Bretagne, aux États-Unis et dans les pays asiatiques de plus en plus, c'est qu'on fonctionne de moins en moins avec des politiques rigides et très prescriptives, mais de plus en plus avec des chartes, des accords qui vont décrire finalement des objectifs assez généraux et mettre en évidence des lignes rouges, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on n'a pas le droit de transiger, parce que ça nous mettrait vraiment en défaut sur la compliance, le droit ou que sais-je, mais qu'à côté, on laisse un périmètre de liberté pour adapter la politique aux réalités géographiques ou aux réalités sociales de l'équipe, qui ne sont pas les mêmes et c'est normal. Là, tu prends l'hypothèse que tous les collaborateurs sont engagés et veulent faire le mieux pour l'entreprise. Tout à fait. Mais il existe dans toutes les organisations une partie de population qui veut tirer la couverture à soi et qui veut en faire le minimum. Ça existe, c'est une réalité. Et donc l'entreprise, elle doit fixer quand même un cadre. Si elle laisse une liberté totale, et finalement, il y a une partie de la population qui va en profiter, non? Tout à fait, ça c'est absolument incontestable. C'est d'ailleurs la vraie raison du défi qu'il y a autour du télétravail par les dirigeants français. Ça n'a rien à voir avec la productivité, ça n'a rien à voir avec tout le baratin qu'on nous sort en permanence sur le sentiment d'appartenance, le collectif. C'est pas vrai du tout, ça a été mesuré. Quand on a une bonne équipe, une bonne culture, ni la culture, ni le sentiment d'appartenance ne sont affectés par ça. La vraie raison,
Et les dirigeants me l'ont dit quand je les interviewe, ça les insupporte de savoir que potentiellement, dans une équipe de 100 personnes, il va y en avoir 2 ou 3 ou 5, disons, qui sont en train de glander chez eux en télétravail. Ça les horripile. Mais le problème, est-ce que c'est le télétravail ou est-ce que c'est le glandeur ? C'est le glandeur. Et là, je dis à tous les managers, à tous les dirigeants français que la bonne manière de gérer ces questions de politique, c'est pas de faire une politique moins-disante pour essayer d'éviter les 5% d'abus, c'est de traiter les 5% de gens qui font des abus, de sorte qu'on relève le niveau de jeu pour les 95 qui jouent le jeu. Et c'est comme ça que ça marche. Il faut être intransigeant sur les 5%, de sorte de libérer les 95. Chez Ubisoft, avec l'initiative Work from Anywhere, à quel moment tu t'es dit, là, c'est plus juste un avantage, c'est vraiment une transformation d'organisation, c'est une transformation fondamentale du modèle social de l'entreprise? Alors, le Work from Anywhere, il y a la politique en tant que telle et il y a la manière dont on l'a construite. Aujourd'hui, ça paraît être un acquis dans beaucoup de boîtes de taille moyenne ou de grosses boîtes qu'on puisse passer un certain nombre de jours lorsque notre métier est éligible au télétravail à l'étranger, parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait fonctionner. Mais en 2021, j'étais un des seuls qui disait ça. Et je me souviens très bien que j'ai fait des conférences un peu à droite à gauche dans des grands salons RH, dans les institutions. On me regardait avec des grands yeux et tout le monde me disait « Mais attends, tu n'as pas le droit de faire ça. Et puis qu'est-ce qui se passe ci et qu'est-ce qui se passe ça ?» Ça, c'est ça qui est intéressant sur le Work from Anywhere. Ça a révélé la rigidité de base de nos politiques RH et de nos managers, et surtout un réflexe conservateur qui est celui de dire que quand on a peur de quelque chose, ou quand quelque chose est nouveau, ce qu'un RH va vous dire, ou ce qu'un dirigeant va vous dire, c'est le droit du travail ne nous permet pas, ou il y a des problèmes d'assurance. Quand quelqu'un vous dit il y a des problèmes d'assurance, en général, c'est pas vrai du tout, et il faut creuser, parce que souvent, c'est juste un moyen de camoufler une angoisse. Sur ce sujet... Il y a quand même des enjeux d'assurance santé, de rapatriement. Eh bien, j'y viens. Il y a des vrais sujets quand même de responsabilité d'entreprise. Tout ce qui touche à la mobilité internationale, c'est sensible. C'est pour ça que quand on veut lancer des programmes innovants comme ça, évidemment qu'il faut faire une étude d'impact qui soit solide. Et on l'a faite. Et on a regardé, OK, est-ce qu'on peut envoyer tous nos collaborateurs partout dans le monde ? La réponse est non. Est-ce qu'on peut les envoyer partout dans le monde un temps indéfini ? Évidemment non, non plus. Donc on a regardé ce qu'on pouvait borner pour rendre ce périmètre sécurisé pour l'entreprise. Et en fait, en mettant des bornes, on y arrive. Très rapidement, sur la mobilité internationale, il y a 4 enjeux à vérifier. Le droit du travail, est-ce qu'il est le même dans l'endroit où on va aller ? Le maintien de la sécurité sociale, parce qu'évidemment, si c'est parce que quelque chose c'est quand même très important. Les taxes corporate, est-ce que le fait de s'installer quelque part, ça produit de la taxe pour mon entreprise ? Et les taxes personnelles. Ces 4 points, au sein de l'Union européenne, parce que l'Union européenne est une zone économique qui permet ce genre de mouvement, est limitée à un certain nombre de jours. Nous, Ubisoft, on avait dit 20 parce qu'on était parmi les premiers, il fallait être prudent. La vérité, c'est que 45 jours, il n'y a pas de problème. Vous n'avez strictement aucun problème, tout est maintenu. Quand on est en Europe. Quand on est au sein de l'Union européenne. Oui, mais alors souvent, on a des développeurs qui vont dire « j'aimerais aller à Bali pendant 6 mois ». Absolument. J'aimerais aller dans un autre pays qui n'est pas forcément dans l'Union européenne. Exactement. Et c'est là, en fait, où vont intervenir au cas par cas, en fonction de vos collaborateurs, des analyses pays par pays avec un niveau de risque. Par exemple, Bali, puisqu'ils ne sont pas idiots, ont bien compris qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire du digital nomadisme et ont mis en place un visa spécial pour les télétravailleurs qui permet en fait de maintenir tout un tas de droits, d'éviter tout un tas de taxes, et ça fonctionne très bien. La Lettonie fait pareil. Le Portugal a fait pareil pour les personnes extra-européennes. On voit que c'est un enjeu aussi de tourisme et de pouvoir économique. Donc là, il faut regarder au cas par cas. Par exemple, la Chine, on sait qu'on ne peut pas le faire. Ça ne marche pas, il y a trop de contraintes. Dans ces cas-là, on dit à nos collaborateurs, il va falloir poser des congés. Et dans ces cas-là, pour rendre les choses équitables, on s'arrange pour faire en sorte que ces congés puissent peut-être être un peu plus longs. Habituellement, on pose 2 semaines, peut-être que là, tu peux en poser 3. Que les projets puissent se finir aux bonnes bornes. Bref, on s'adapte. Mais vous voyez que c'est comme ça qu'on traite ce genre de choses. Donc finalement, il faut être très concret, très pragmatique, quoi. Toujours. C'est-à-dire que plutôt que de dire non parce que ça nous fait peur, il faut qu'on regarde de manière très précise exactement ce que dit le droit et ce qu'il ne dit pas. Et ça, c'est mon conseil à tous les dirigeants et surtout tous les managers. En fait, il y a plein de zones grises en management. Il y a plein de choses qui ne sont pas interdites mais qui ne sont pas autorisées. C'est là où il faut aller regarder parce que c'est là qu'on peut aller chercher des poches de valeur ajoutée sociale. Dans ton expérience, tu as vécu des crises importantes, oui. Des crises éthiques, des crises de harcèlement. Comment est-ce qu'on fait quand on est manager pour corriger le tir, pour recréer un environnement de confiance avec son équipe dans un environnement toxique ?
Bon, il est de notoriété publique qu'Ubisoft a été empêtré dans des affaires depuis 2020 importantes et sensibles, d'abord autour du harcèlement, ensuite autour du management, qui sont compliquées, qui sont sensibles. Et moi, je suis arrivé en 2021, donc après que ces affaires aient été révélées dans les médias. Et je tiens d'abord à dire, parce que c'est vraiment important pour moi, que Ubisoft est une très belle boîte. C'est un fleuron français, créatif, industriel, technologique. Tous ceux qui se réjouissent actuellement des difficultés de cette boîte, sincèrement, c'est ni juste ni intelligent. C'est une très belle boîte et les dirigeants fondateurs de cette boîte ont eu beaucoup de courage d'innovation et de génie créatif lorsqu'ils l'ont montée. C'est vrai qu'une entreprise qui est d'abord familiale et puis qui grandit avec des profils qui se ressemblent beaucoup, très souvent, et on l'a vu dans toutes les industries culturelles, ça finit par produire de la réplication sociale, un petit côté boys club, où finalement tout ce qui ne ressemble pas à la norme devient d'abord sujet de moquerie ou d'amusement sympathique, si j'ose dire, même si j'aime pas le terme, et puis ensuite de harcèlement petit à petit. Le problème en fait à Ubisoft, c'était qu'il n'y avait pas de fonction RH au sens propre qui soit suffisamment robuste pour mettre en place des processus permettant de détecter et de gérer ces problématiques. Donc ça a monté, ça a pourri et ça a profondément affecté la vie d'un certain nombre de collaboratrices et de collaborateurs. Et là-dessus, il n'y a même pas de sujet. Donc, je veux dire, voilà où on en est. Mais ça me paraissait important de le dire. Et moi, je suis reconnaissant d'Ubisoft de m'avoir donné ce mandat Future of Work parce que c'était un pari de se dire, bah oui, effectivement, on veut faire changer des choses, on veut lancer une politique RH différente et on m'a fait confiance pour ça. Mais si je suis venu, c'est parce que Annika Grant, une DRH de grand talent, est arrivée un petit peu avant moi avec ce mandat de construire une fonction RH robuste qui justement, dont un des mandats était justement de traiter ce sujet de manière forte. Alors je vais vous donner juste quelques éléments rapidement pour vous dire comment on peut faire pour recréer de la confiance puisque c'est votre question. D'abord, on reconnaît les faits. Il n'y a rien de pire dans une entreprise que lorsqu'il y a un scandale, on essaie de minimiser, de passer sous le tapis. Non, il faut reconnaître, il faut le dire, puis il faut s'excuser de ça. C'est essentiel. Ensuite, on met en place un processus de détection et de traitement des cas. Nous, on avait appelé ça cellule respect, évidemment de manière anonyme, qui permettent, en fait, dès qu'il y a une suspicion de quelque chose, de pouvoir lancer discrètement, en tout cas d'abord en analysant des signaux faibles, vérifier la véracité de ça, demander des avis externes, vérifier comment tout ça fonctionne. L'idée n'est pas de mettre quelqu'un au pilori, c'est pas parce qu'on détecte un signal faible que ça va donner lieu à une sanction ou à une démission. Mais en tout cas, ça permet de comprendre le réel. Ensuite, évidemment, il faut former. C'est absolument essentiel. Souvent, on s'est rendu compte, c'est vrai, c'était vrai chez Ubisoft, mais dans plein d'autres boîtes, que les managers ne sont pas formés à ces questions. Pas du tout. Ils n'ont pas conscience du tout de ce qu'est l'altérité. Ils n'ont pas conscience du tout des phénomènes de production, de normes sociales intégrées, de surusage de l'informel et de tout ce qui produit le harcèlement. Et aujourd'hui, avec la tech, avec l'IA, avec la réalité virtuelle, on a des opportunités incroyables de faire vivre des expériences immersives aux managers pour comprendre intrinsèquement ce que c'est. Donc ça, c'est hyper fort. Et puis deux derniers points, je l'ai dit, on crée une fonction RH qui est vraiment robuste et qui n'est pas là pour fliquer, mais qui est hyper proche des managers. On parle du duo manager et HR business partner, c'est vraiment ça dont je parle, pour faire en sorte que la chose RH, la chose people, soit toujours intégrée dans son esprit. Puis enfin, on diversifie. On sait qu'il y a beaucoup moins de risques d'avoir des phénomènes de harcèlement dans des équipes qui sont par nature diversifiées parce que l'altérité se représente au quotidien et on accepte mieux, on comprend mieux, on est plus empathique. Donc plus de diversité pour moins de risques. Absolument. Tu as l'intime conviction que les transformations, elles doivent se mesurer, qu'on doit réintroduire du ROI dans ces programmes de change. Comment est-ce qu'on mesure l'impact d'une transformation ? Alors, la notion de ROI est un peu brutale, mais on la prend volontairement pour essayer d'alerter sur le fait que trop longtemps, le secteur de la formation a été un secteur porté par de bonnes intentions, mais dont le résultat exact était ni quantifiable, ni véritablement satisfaisant. En gros, le secteur de la formation était et est toujours aujourd'hui organisé sous forme de catalogue, parce que c'est un processus qui est piloté par la direction des achats, qui cherche à avoir le plus de choses possible pour le moins de coûts possible. C'est l'inverse total de ce qu'il faut faire.
Parce que la logique de catalogue, elle vous force à aller chercher, de regarder un peu ce qu'il y a, à imaginer que ça puisse vous servir. Le manager fait pareil, tiens, ce serait bien que tu fasses ça, ok, il le fait. Et ce qu'on mesure dans ces catalogues, c'est le nombre de clics et le taux de satisfaction sur la formation. Ça ne dit rien du tout de l'efficacité réelle, opérationnelle, dans la carrière de l'individu ou dans sa capacité à produire mieux, à faire plus vite, etc. Alors, Est-ce que ça veut dire que ces formations, elles servent à rien? j'irai pas jusque-là, mais je vais prendre des exemples un peu provocants. Les formations sur les soft skills, les formations au feedback, les formations à la communication efficace, y compris les formations parfois aux compétences un peu plus hard, ne mesurent ni le niveau d'entrée des participants, donc en fait souvent tape à côté, et ne mesurent jamais quel est le niveau de productivité, le gain de compétences réel qui a été produit. Donc c'est pas que ça sert à rien, mais c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Dans certains cas, ça sert vraiment à rien. J'ai vu des formations très sincèrement qui servent à rien du tout. J'ai pas du tout peur de le dire. Et puis dans certains cas, ça sert, mais indirectement ou plus tard, ou ça sert très bien, mais on ne sait pas. Donc pour moi, il faut changer complètement d'indicateur. Et il faut se donner la possibilité à moi plus 3, ou moi plus 1, ou moi plus j'en sais pas quoi, de mesurer le temps gagné, de mesurer l'acquisition réelle d'une nouvelle compétence avec de l'auto-évaluation ou de l'évaluation qui est incluse dans ce dispositif de formation lorsqu'il est conçu. La capacité d'innovation, ça peut être quelqu'un qui se dit bah tiens, effectivement, j'avais pas pensé à ça et j'ai créé ci, j'ai créé ça. Et si on estime que c'est un output qu'on a envie d'avoir, et ben on peut le mesurer. Changement de comportement, ça se mesure très bien, ça. Un manager, un HRBP peut le faire. Et puis, on arrête, ou en tout cas, on complémente ça avec les variables classiques que sont les taux de clics, les taux de satisfaction, etc. Et c'est tout ça qui nous dit le ROI de la formation. L'IA apporte la possibilité de créer des environnements immersifs dans lesquels un commercial, un manager va pouvoir s'entraîner. Il y a le salon HR Technologies dans lequel tu as été intervenu il y a quelques jours. C'était un des grands sujets de ce salon-là. Où est-ce que tu vois les résistances dans les entreprises pour adopter ce genre de technologie, donc ces simulateurs immersifs qui permettent à des managers ou des commerciaux de s'entraîner? Le premier point, c'est qu'il y a déjà des croyances très fortes autour du prix. Pour beaucoup, tout ce qui est nouveau, innovant, la tech, l'immersif, d'après eux, ça coûte cher. Et d'après eux, c'est pas scalable. Ils ont encore le sentiment, et c'était vrai jusqu'à il y a 5 ans, oui. que la serious game, ça coûte exactement. Cher. Et surtout, c'était toujours très individualisé, qu'on avait du mal à rendre ça scalable pour des équipes de 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes. C'est plus vrai du tout. L'IA permet de dupliquer tout ça à très grande échelle et même d'intégrer de la personnalisation. C'est le premier nœud qu'il faut enlever. Le second, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le pilotage du catalogue ou de la démarche formation par la fonction achat. Je pense que là, il faut vraiment casser ce dogme. S'il y a des dirigeants qui m'entendent aujourd'hui, cassez ça, vous allez faire des économies, je vous le dis tout de suite. Si vous mettez ça dans les mains d'un duo RH manager ou d'un trio RH manager finance qui vont regarder ça en tant qu'équipe et pas simplement piloter la dimension essentielle, exclusivement financière du sujet, et en fait, en supprimant des choses qui aujourd'hui rapportent pas beaucoup d'ROI sur les compétences, sur le temps, et en réinvestissant ce budget, peut-être même la moitié de ce budget, dans des dispositifs qui sont vraiment ciblés, qui permettent d'être réplicables, d'être traduits dans plein de langues parce que l'IA le fait en 3 minutes, et d'intégrer de la personnalisation et de l'immersion, je le dis tout de suite, vous allez tout gagner. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et puis après, il y a toujours la question du temps. La formation, on dit, bah oui, mais c'est du temps qui est extrait, du temps en production, avec les tensions qu'on connaît aujourd'hui sur la productivité, sur les talents, c'est difficile de dire qu'on va extraire des individus comme ça de leur journée de travail pendant 1, 2, 3 jours. Sauf que là aussi, l'IA nous permet de créer pour de vrai des circuits blended, comme on dit, c'est-à-dire mélangés, dans lequel on va pouvoir avoir un premier module d'introduction qui va peut-être être du e-learning ou une vidéo ou que sais-je, un second module IA, IA immersif, game, qu'on va pouvoir faire quand on veut, quand on a un petit trou, quand on a un creux dans sa journée, 10 minutes, 15 minutes, pour commencer à acquérir des choses. On va caler la demi-journée qu'on a besoin d'avoir en présentiel pour vraiment faire de la simulation, discuter avec les gens, s'approprier des comportements. On complète ça avec une démarche de gamification juste après pour dire, tiens, vous avez appris tout ça. Nouveau comportement 1, nouveau comportement 2, nouvelle compétence 3. On suit tout ça. Et ensuite, on fait des piqûres de rappel avec du learning on the job, c'est-à-dire la vidéo qui va bien au moment où on a besoin, le job aid qui va bien au moment où on a besoin. Et ça, pour le coup, ça coûte pas plus cher
que vos vieux dispositifs de formation où vous avez besoin d'un formateur présentiel 1 jour, 2 jours, 3 jours pour un petit groupe de 15 personnes. Comment est-ce que cette nouvelle manière de se former, de s'entraîner, change la fonction Learning and Development dans les entreprises ? Là encore, en fait, on voit que les spécialistes du learning et développement, en général, c'était plutôt des artisans de la pédagogie. C'était des spécialistes de ce sujet. Et ils sont devenus, au fil du temps, des gestionnaires. C'est-à-dire qu'on leur demande de remplir des fichiers Excel avec des taux de participation, piloter du budget, etc. Je crois qu'en fait, l'IA nous donne vraiment l'opportunité aujourd'hui de retrouver nos lettres de noblesse sur ce sujet-là pour créer vraiment des architectures pédagogiques de bout en bout, avec une montée en compétences ou une montée en puissance de niveau sur ce qu'on est en train de faire. Et je vois beaucoup de directeurs et directrices de formation qui sont très enthousiasmés par ça. Mais ça demande d'avoir déjà des réflexes tech un petit peu plus avancés. Aujourd'hui, très sincèrement, quand on fait de la formation et qu'on n'a pas encore touché à ChatGPT, à DALL-E, à Copilot, à Gemini, etc., c'est assez inquiétant, je pense. Pas tant sur le plan de la production, mais sur le plan de la compréhension de la logique de ce que ça peut nous apporter en général. Et puis, faut comprendre en fait que tout s'est accéléré. L'idée de projeter une organisation cible dans laquelle on aura besoin dans 2 ans, 3 ans, 4 ans de ces compétences-là, et que mon plan de formation est là pour accompagner ce mouvement-là, c'est complètement anachronique. Déjà savoir ce dont on a besoin dans 6 mois, c'est déjà une prouesse. Et donc la vérité, c'est qu'en rendant ces organisations très, très, très agiles, au sens propre, pas au sens dogmatique, en étant capable de changer les priorités en fonction de l'émergence de nouveaux clients, de nouveaux marchés, de nouvelles régulations, nos directeurs et directrices de formation et les personnes qui travaillent pour elles vont être capables de produire de la vraie valeur ajoutée. Ça, je pense que c'est essentiel. Et puis, dernier point, même dans la production pédagogique, la production des contenus, on voit qu'aujourd'hui, on est capable de faire des choses formidables avec l'IA, pas simplement sur le contenu écrit, mais sur le contenu vidéo. On peut faire des mini-sites en 1 jour pour pouvoir faire du test. On peut créer les expériences immersives dont vous avez parlé. Je pense que là, il faut vraiment se dire qu'on est à l'aube de quelque chose de très nouveau. Il faut y aller avec intérêt et enthousiasme. Les soft skills deviennent donc clés. Les hard skills vont être de plus en plus supportés, aidés, accompagnés par l'IA. Donc finalement, au sein des organisations, on va devoir monter le niveau des soft skills de tout le monde. Oui. Pour un manager, ça va être un vrai challenge parce qu'on lui a assez peu demandé, on l'a assez peu aidé, accompagné dans cet apprentissage des nouvelles soft skills. Comment est-ce qu'une organisation peut accompagner ses managers dans cette direction ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les soft skills parce que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on entend, à mon avis, un petit peu trop l'idée selon laquelle finalement les hard skills ne servent plus à rien et ce qu'on va recruter, c'est un potentiel, c'est un individu avec plein de soft skills et puis il va pouvoir faire tout et n'importe quoi. Évidemment qu'il y a une part de vrai dans cette affirmation, mais il ne faut pas oublier qu'un ingénieur, s'il se forme pendant 5 ans à tout un tas de logiques mathématiques, informatiques, etc., ce n'est pas une compétence substituable par un RH. Ça ne marche pas. Par contre, il y a des métiers dans les sciences humaines, dans les sciences sociales, dans le commercial, dans tout ce qui touche à l'humain, et ces métiers-là se renforcent, où effectivement, on va pouvoir créer de plus en plus de ponts, parce que la compétence hard est de moins en moins essentielle. Ce qui va compter, c'est la compréhension du business, la compréhension des enjeux, et la capacité de rendre opérationnelles des stratégies. Ça peut se faire en finance, en RH, en stratégie, en commerce, en tout ce qu'on veut. Mais il faut faire attention de ne pas laisser penser à chacun qu'il n'y a plus du tout besoin des hard skills. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'au contraire, le marché des compétences se polarise avec des profils aux compétences hard très très fortes, très sélectives, qui vont payer beaucoup plus que maintenant. Et ça va ce fossé va continuer de s'accroître. Au milieu, on va trouver effectivement une grande population de cadres ou d'employés seniors assez généralistes, dont les compétences hard vont pouvoir se substituer de plus en plus les unes aux autres. Et là, ce qui sera le juge de paix, c'est effectivement les soft skills. Et puis, de l'autre côté, on a aussi un énorme déficit de compétences qu'on appelle de la main et du cœur, qui sont absolument pas substituables par l'IA, qui augmentent à mesure que la population vieillit et dont on a besoin de plus de care, plus d'associatifs, faire la transition écologique, et ça demande des compétences qu'on a mal aujourd'hui. Et en fait, on a vraiment 3 pôles de compétences aujourd'hui. Il faut bien comprendre ça avant de trop survaloriser la question des soft skills. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que dans un environnement dominé par l'IA, le juge de paix entre un
un mauvais collaborateur et un bon collaborateur, c'est la jurisprudence de Deloitte, c'est si je ne suis pas capable de vérifier le vrai du faux dans ce qui m'est donné par l'IA, si je n'ai pas de culture suffisante pour avoir un recul sur ce qui m'est donné, me dire tiens, ça me paraît suspect, et de savoir quelle source aller chercher et de différencier une bonne source d'une mauvaise source. Rien que prendre ça. Ou encore l'empathie. Être capable de dire que ce qui m'a été donné là-dedans, c'est acceptable du point de vue rationnel, c'est inacceptable du point de vue de la dynamique organisationnelle qui est la mienne, de ma culture, de mon histoire, etc. C'est ça qui fera la différence entre quelqu'un qui sera vraiment productif, vraiment engageant, et quelqu'un qui ne l'est pas. Et ça donne Deloitte. Alors Deloitte qui est par ailleurs une très belle boîte, attention, mais Deloitte Australie qui fournit un rapport au gouvernement australien qui a été co-construit avec une IA et dont les consultants qui pourtant sont des cerveaux bien faits n'ont pas le recul critique, n'ont pas l'intelligence émotionnelle, n'ont pas l'empathie nécessaire pour vérifier le vrai du faux et produisent un rapport qui est évidemment truffé de fautes avec un tas d'inexactitudes. Ça fonctionne vraiment pas bien. Donc ça, c'est essentiel. J'ai un dernier point qui me tient à cœur sur les soft skills, c'est que le savoir devient gratuit et accessible quasiment à tous grâce à l'IA. C'est une rupture anthropologique majeure. On était déjà passé, d'ailleurs, dans les 20 dernières années, de moins en moins dans un primat des idées à un primat de l'exécution. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Avoir des bonnes idées, très sincèrement, aujourd'hui, c'est à la portée de n'importe qui est capable d'appliquer un bon prompt et d'aller chercher des bonnes sources. Ce qui va faire la différence en entreprise, c'est la capacité de mobiliser, d'engager les équipes pour faire en sorte que cette idée se réalise pour de vrai. Ce que j'appelle la force motrice. On connaît très bien ça en change management. C'est l'idée d'être capable de diagnostiquer les forces, les faiblesses, les enjeux structurels qu'on a dans une organisation et dans une équipe et de mettre en place les bonnes dispositions mentales, culturelles, organisationnelles pour que la bonne idée puisse se réaliser vite et bien. Et c'est vraiment ça qui fera la différence demain. Dans la théorie des transformations, il y a est-ce que mon organisation sait aller dans la direction? Est-ce que mon organisation peut y aller? Est-ce qu'il n'y a pas des murs qui empêchent d'y aller? Et puis, un troisième élément qui est important, c'est le déclencheur, le trigger. C'est ça. Comment est-ce que tu vois ces triggers dans les transformations que tu as vécues? Quels sont les triggers efficaces aujourd'hui dans notre environnement pour mettre en mouvement une organisation? C'est une super bonne question et je pense que tout se joue là pour moi actuellement. Parce que, encore une fois, la question des savoirs, la question de la cible, la rationalité, tout ça est très bien maîtrisé. Alors, le premier trigger, et ça, c'est une vieille ancienne du change management, c'est le what's in it for me. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? En tant qu'employé, on reste astreint à une forme de subordination vis-à-vis de son employeur qui se donne à voir au travers d'un salaire, de bénéfices, d'avantages, d'opportunités, etc. Si on est capable d'expliquer aux collaborateurs que la transformation qu'on est en train de mener va lui profiter sur son employabilité, sur ses perspectives d'évolution, sur l'intérêt de son job, évidemment qu'il sera beaucoup plus susceptible d'y aller. Le deuxième point, c'est qu'on sait tous qu'on est beaucoup plus partie prenante d'un changement lorsqu'on a co-construit son existence ou qu'on a participé à son émergence. Ça paraît être basique, mais il y a tellement de projets de transformation qui sont décidés par des directions en chambre, entre elles, accompagnées par quelques consultants, et qui tombent comme ça du ciel sur des équipes qui pourtant sont les artisanes de ce changement-là. C'est très frustrant, on a tendance à se mettre à distance, ça produit de la résistance. Évidemment qu'il ne faut pas faire ça. On fait le dos rond et on se dit encore un projet. Voilà, c'est ça. Un énième projet, c'est le 12e que j'ai vu dans ma carrière. Exactement. Et puis je sais que ça va passer et derrière je pourrais me relever. Tout à fait, tout à fait. Donc ça paraît évident, mais je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Puis le troisième point, c'est quand on a la conviction que les idées, le plan de transformation qu'on nous propose est résolument bon. C'est-à-dire que oui, on va vraiment dans la bonne direction, oui, il y a de la vraie innovation, et on nous explique pourquoi, les gens sont convaincus. Et là, je m'adresse à tous les dirigeants, à toutes les équipes qui font ces plans de transformation un peu consensuels, pour essayer de se dire, on peut transformer, mais pas trop. On veut innover, mais pas trop, parce que l'organisation ne serait pas prête, ou pas ci, ou pas ça. C'est contre-intuitif. On se dit qu'on va protéger le collectif si on est moins radical dans la transformation. La vérité, c'est qu'on rentre dans l'ère de la radicalité. Tout nous le dit. La politique se radicalise, les usages se radicalisent, et on peut voir la radicalité négativement, on peut aussi la voir comme quelque chose de très positif. On sort enfin de 40 ans de management et de politique consensuelle, on veut faire plaisir à tout le monde, on ne fait pas trop par peur de dépasser les lignes. La vérité, c'est que ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui prennent des vrais risques et qui choisissent un camp, quitte à pas plaire à tout le monde.
Et s'il y a des gens qui quittent le bateau parce qu'ils estiment qu'on ne va pas dans la bonne direction, eh ben, ce n'est pas très grave, parce qu'ils ne sont pas alignés avec ça. Vous allez garder des gens qui, au contraire, eux, seront surengagés parce qu'ils croient au projet d'entreprise. Vous avez parlé d'Elon Musk tout à l'heure, c'est vraiment pas un modèle pour moi. Hein. Mais par contre, il fait quelque chose de très bien, c'est qu'il est unapologetic, comme disent les Anglais, sur son projet d'entreprise. Il dit, nous, on va là, et il est radical dans l'expression de son projet. Et ben ouais, en fait, il y a des gens qui croient à 100% à ça, et ils sont complètement à fond derrière lui. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, il y a plein d'autres moyens de le faire. Pascal Demurger le fait à la Maïf d'une manière complètement différente d'Elon Musk. Il est radical sur son projet et il a des équipes qui sont ultra engagées parce qu'il a bien pensé son projet et qu'il n'a pas peur de ne pas plaire à tout le monde. Très inspirant. J'aimerais revenir sur la formation et tu parlais tout à l'heure d'ultra-personnalisation des formations. Finalement, quel va être le rôle du manager en tant que coach si le collaborateur il a des programmes qui vont l'aider à développer ses soft skills et ses hard skills dans des environnements immersifs avec un coach IA qui va l'aider on the job à s'améliorer. Comment cette articulation va se faire entre le rôle de manager et puis ces programmes ultra individualisés, personnalisés qui sont en train de se mettre en place? Là aussi, c'est une très bonne question. En fait, je vois vraiment de plus en plus le rôle du manager dans ce sujet-là comme un rôle de maïeutique assez classique. C'est-à-dire qu'en gros, il va être un miroir grossissant, bienveillant et exigeant du collaborateur sur ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il pourrait faire demain, alors que son coach IA va plutôt le développer de manière un peu plus pragmatique. Aujourd'hui, on voit bien que l'IA est capable, évidemment, quand vous lui posez plein de questions, de répondre, de vous orienter, de vous inspirer, etc. Mais l'IA a ce gros défaut de plutôt vouloir aller dans votre sens. Et même si vous essayez de la bidouiller pour qu'elle n'y aille pas trop, elle est intrinsèquement configurée comme ça. Le manager n'est pas comme ça. C'est un être humain qui est sensible, qui voit les enjeux politiques que vous n'auriez peut-être pas vus, qui voit un potentiel que vous n'auriez peut-être pas vu. Et en fait, il est là pour révéler l'invisible et être capable de vous le renvoyer. Et c'est cette articulation entre un manager qui est vraiment, pour le coup, assez visionnaire des enjeux humains et est capable de les expliciter, de challenger, d'aller dans les terrains là où ça fait un petit peu mal, pour juste semer la graine. Et le coach IA qui, lui, va vous aider à opérationnaliser, qui me paraît absolument essentiel. Maintenant, sur la personnalisation, c'est important de le dire, c'est pas l'individualisme. La personnalisation, au contraire, peut être un gros outil au service du collectif si elle est mise en place de manière intéressante et équitable. Je crois que vous avez une question sur l'équité, donc je vais la garder pour la fin. Si le travail n'est pas le centre de tout, chacun apprend à son rythme, avec ses priorités. Je suis impliqué dans une association extraordinaire qui s'appelle École Humain, qui a pour mission d'aider l'éducation nationale à se transformer par les professeurs. Wow. En aidant les professeurs à partager des bonnes pratiques, des enjeux. Super association, je vous engage tous à contribuer à cette belle association. Un des enjeux d'un enseignant, c'est comment j'individualise mon approche, particulièrement avec des élèves qui ont des besoins spécifiques. Tout à fait. Voilà. Et l'IA apporte des solutions extraordinaires sur lesquelles École Humain travaille. Pour un manager, finalement, c'est la même chose. Tout à fait. J'ai une équipe de 10 personnes. Comment je vais pouvoir jouer un rôle pertinent quand chaque parcours va être individualisé par une IA qui va coacher de façon plus spécifique que moi, je suis capable de faire. Alors, j'adore la question et j'aime bien le parallèle avec le secteur de l'éducation. Ça va me permettre en fait de bien montrer que ce qui compte là-dedans, c'est la symétrie des attentions et pas la symétrie des résultats. Et je vais m'appuyer sur ce que vous avez dit. On a tous été à l'école avec un maître d'école, une maîtresse d'école, dans une classe dont le niveau était hétérogène, en voyant le maître ou la maîtresse aller passer plus de temps avec un individu qui est en difficulté ou qui a des besoins spécifiques, et puis à donner quelques exercices en plus à celui qui est en tête de classe pour qu'il ne perde pas de temps. C'est ça la symétrie des attentions. Je sais ce que je dois donner à chacun, mais mon niveau d'investissement est différent en fonction des besoins de chacun. Ce n'est pas les mêmes résultats, mais le niveau d'attention est le même, ce qui fait que j'ai adapté mon processus aux besoins de chacun et que ça produit un sentiment d'équité. Parce que personne ne s'est jamais plaint que le prof passe trop de temps avec lui parce qu'il a des difficultés. Non, parce que c'est juste. Et c'est ce sentiment de justice-là qui sera perçu. En management, c'est exactement pareil. Vous allez avoir un jeune diplômé qui n'a pas les mêmes besoins qu'un jeune parent, qui n'a pas les mêmes besoins qu'un pré-retraité, qui n'a pas les mêmes besoins qu'un collaborateur en situation de neurodiversité ou que quelqu'un qui revient de burn-out. Pourtant, nous,
on a cette obsession égalitariste en France, là aussi héritée de notre histoire, qui dit on doit donner la même chose à tout le monde pour avoir la paix sociale. C'est aussi issu de notre histoire syndicale qui prend la question du travail sous forme de revendication collective et qui cherche à donner la même chose à tout le monde. Je pense que le syndicalisme est en train de se réinventer aujourd'hui en intégrant une part d'individualisation parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. Et que dans un moment de grande individualisation de la société, de toute façon, c'est un enjeu fondamental pour la rétention. Donc vous avez un jeune diplômé qui vient, qui a plein d'énergie sous le pied et qui dit moi, ce que j'ai envie, c'est de progresser vite dans l'organisation. Et à côté de ça, vous avez un jeune parent qui vous dit moi, j'ai besoin de lever un peu le pied parce que j'ai un enfant en bas âge, je ne suis pas au top de ma forme physique, je ne dors pas beaucoup. En fait, le fait de dire au jeune diplômé je vais te donner un peu plus de missions transversales, le fait de dire à un jeune parent là, je vais alléger tes matinées de sorte que tu puisses t'occuper de ce que tu as à faire et puis on compensera autrement. C'est la juste chose, c'est pas le même moyen. Et personne n'y trouvera rien à redire parce que c'est juste. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'organise. Pour aider, et ça c'est un outil que je donne à tes auditeurs, c'est le concept de ligne rouge et de ligne verte, qui me plaît beaucoup et qui m'aide en fait à accompagner les managers sur ces questions. Parce que souvent ils disent mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Si j'individualise trop, tout le monde va me le reprocher. Les lignes rouges, c'est notre contrat commun, c'est nos contraintes communes. C'est ce qui fait que pour délivrer cette performance, cette production, en fait, on doit faire ça, 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 ça. Et pour faire ça, 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 il y a un certain nombre de contraintes horaires, légales, comportementales, sur lesquelles on ne peut pas transiger. C'est les lignes rouges, chacun doit y consentir, sinon le pacte est rompu. Mais tout n'est pas ligne rouge dans une équipe. Le reste, c'est les lignes vertes, c'est le territoire de liberté. Dans le secteur de la tech, on parle parfois, vous savez, des core hours, c'est-à-dire ces moments dans lesquels on doit se rendre synchrone, disponible. Mais est-ce qu'on a besoin de se rendre disponible 10 heures par jour ou 3 heures par jour ? Et cette logique de core hours, on est tous connectés, disponibles au même moment entre 11 heures, entre disons 11 heures et 15 heures ou 10 heures et 15 heures, j'en sais rien, j'invente là, va vous permettre de libérer le temps avant, le temps après et d'en faire un territoire de liberté. Et si vous bossez mieux à 22 heures, qui je suis pour décider à votre place quand est-ce que vous devez bosser ? Ce qui m'intéresse, c'est que vous donniez votre plein potentiel. Et si vous êtes aidant, si vous êtes jeune parent, si vous faites du piano, si vous faites je sais pas quoi, vous avez la possibilité de vous organiser différemment sans que ça contrevienne aux lignes rouges. Ça, c'est un bon moyen de le faire. Pour conclure ces entretiens, est-ce que, avec ton recul, tu peux nous donner ton avis sur ce que devraient être les priorités d'un directeur de formation aujourd'hui ? La formation est en train de connaître des bouleversements extraordinaires. Les acteurs de la formation sont des acteurs du changement, de la transformation des entreprises, sont des acteurs de l'accompagnement des managers. C'est quoi les 3 priorités d'un directeur de la formation aujourd'hui ? Bon, déjà, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment faire le ménage dans la logique de catalogue, dans la logique de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on est en train de changer de modèle. Donc, si on continue à rester avec les processus actuels de relever des besoins, de décisions budgétaires, etc., on ne va jamais y arriver. Donc il faut, je pense, faire tabula rasa et repartir à zéro. En finance, on parle de zero-based budget. Moi, je propose le zero-based learning, c'est de dire on repart de zéro, vraiment, et on regarde exactement de quelles compétences on a besoin. Et on y associe des projets de formation et pas simplement des modules de formation, projets de formation qui vont inclure un certain nombre de modalités et certaines sont collectives, certaines sont individuelles, certaines font de l'IA et c'est comme ça qu'on va y arriver. Vraiment, j'incite tous les directeurs de formation à faire ça. Premier conseil. Deuxième conseil, j'ai beaucoup parlé d'IA tout à l'heure, qu'on soit technophile ou technophobe, sincèrement, il y a tellement d'opportunités à tirer de ce truc-là qu'il faut vraiment, vraiment s'y mettre. Et pas superficiellement. Il faut que tous les directeurs de formation et tout leur N-1 et leur N-2 aient un niveau de connaissance, pas seulement fondamental, mais au moins intermédiaire, sur comment une IA fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce que c'est que comment une IA va aller choper des éléments intéressants dans des sources, comment je fiabilise ces sources, et quels sont les potentiels que je peux avoir, moi, dans la production de la formation, dans le maintien de la formation, dans la traduction de la formation et la personnalisation de la formation, et que je lance des pilotes immédiatement, tout de suite, sur tout ce qui peut être augmenté par de la formation. Il faut le faire maintenant. Et puis, troisièmement, avoir un nez sur le futur. Je vois trop de directions de formation qui cherchent, et c'est bien normal parce que c'est le mandat qu'on leur donne, à essayer de pallier aux inconsistances actuelles de l'organisation
en mettant des pansements là où ça fait mal par de la formation. Le monde change vraiment trop vite pour se permettre de faire ça. Mettre en place une formation sur un problème qu'on a détecté il y a 6 mois, c'est probablement déjà être has-been. Donc, être capable de faire l'articulation entre des compétences qui arrivent et sur lesquelles on a quand même plutôt une bonne visibilité, sur des compétences qui vont décliner, c'est faire ce travail en collaboration avec les équipes RH classiques et les managers sur ce qu'on appelle un peu bêtement en France la gestion prévisionnelle des emplois des compétences, qui est un process lourd, mais qui doit se simplifier très fortement, là encore en faisant des expérimentations. Donc, je pense que c'est vraiment ces 3 conseils que je peux leur donner. Je crois qu'en faisant ça, ils auront évidemment beaucoup plus de valeur ajoutée. Faire table rase de nos idées préconçues. Tout à fait. Aujourd'hui. Kevin Bouchareb, un immense merci. Merci à toi. C'était un entretien absolument passionnant. Merci à tous de votre fidélité. Vous êtes très nombreux chaque semaine. N'hésitez pas à liker, à forwarder. Ça nous permet de faire passer ces messages importants sur le future of work, sur le futur de la formation, le futur du management. La société vit des grandes transformations. C'est avec des discours comme le tien, très inspirants, qu'on va avancer plus vite. Un immense merci. Merci à toi.